Dans cette vidéo, nous découvrirons les building directives Angular, ou plutôt les nouveaux flux de contrôle, qui permettent d'afficher ou de masquer des éléments dynamiquement, de parcourir une liste pour en afficher le contenu, d'appliquer des classes ou des styles de façon conditionnelle à un élément. Dans la pratique, les directives sont des composants sans corps, c'est-à-dire sans la partie template. Les directives dans Angular permettent de modifier l'apparence d'un élément du DOM ou de modifier la structure d'un élément du DOM. Lorsque ces directives permettent de modifier l'apparence d'un élément du DOM, c'est-à-dire son style par exemple, on parle d'attributes directives. Et lorsque ces directives permettent de modifier la structure d'un élément, on parle de structural directives. Angular nous fournit des buildings directives, c'est-à-dire des directives qui sont fournies par défaut avec le framework pour nous permettre de réaliser certaines opérations. Donc nous avons les structural directives qui permettent de modifier la structure d'un élément. Et parmi ces structural directives, nous avons le NGIF qui nous permet d'afficher ou de cacher un élément, le NG-for qui nous permet de réaliser le parcours d'une liste afin d'effectuer une opération dessus, le NG-switch qui nous permet de réaliser des affichages en fonction d'une certaine valeur ou de la valeur d'une variable donnée. Et à côté, nous avons les attributs directives comme NGClass qui nous permet de modifier la classe d'un élément de façon dynamique, le NGStyle qui nous permet de modifier le style d'un élément de façon dynamique, le NGModel qui nous permet de réaliser le binding avec un élément de formulaire afin de garder la valeur dans une variable au niveau de notre logique de composant par exemple. Il faut noter que pour les building directives, comme les NGIF, les NGSwitch et les NGFor, depuis la version 17 d'Angular, il existe une nouvelle façon de réaliser les choses en utilisant ce qu'on appelle les New Control Flow. En français, les nouveaux flux de contrôle. Donc les NGIF, historiquement, sont devenus des ATIF. Les NGSwitch, historiquement, est devenu du AT-switch. Le NG-for est devenu du AT-for. Donc il s'agit d'une simplification de la syntaxe pour se rapprocher un peu de ce qu'on fait déjà dans du JavaScript. Et pour vous donner une idée de ces différents nouveaux flux de contrôle, donc nous avons le @if qui nous permet de cacher ou d'afficher un élément selon une condition donnée. Donc en supposant que nous avons une valeur level qui contient par exemple la valeur correspondant au niveau d'un utilisateur ou d'un employé, en supposant que nous souhaitons afficher junior lorsque la valeur du level correspond à J, mid lorsque cette valeur correspond à M et S lorsque cette valeur correspond à senior, et dans les autres cas où les valeurs ne correspondent à aucune des valeurs précédemment définies ici, que nous affichons le test noval ou selected. Donc on peut utiliser le template suivant pour pouvoir réaliser cela. Donc en s'aidant du @if comme nous l'avons ici. Vous allez remarquer que cette syntaxe s'approche plus de la syntaxe que nous utilisons déjà dans du JavaScript. À part le fait qu'on ajoute le @ pour dire que c'est un nouveau flux de contrôle ou c'est une syntaxe particulière qui est propre à Angular. Donc pareil pour le switch. Donc ce que nous avons réalisé en utilisant le @if ici, on peut le réaliser en utilisant un switch case. Donc nous avons le switch case qui s'apparente à ceci. Donc nous avons le @switch avec des cases qui sont représentés par des @cases. Donc le @ c'est le arrobase que j'appelle en anglais @. Donc en supposant pareil que nous avons des niveaux d'utilisateurs affichés en fonction de la valeur de la variable level qui est disponible au niveau de notre composant. Donc on peut utiliser le switch pour réaliser cet affichage de cette façon. Donc nous avons les différents cas, un peu comme ce qu'on réalise dans du JavaScript encore une fois. Et nous avons le default case qui peut être spécifié de cette façon. Nous avons enfin le @for qui nous permet de réaliser une boucle sur une liste d'éléments pour pouvoir réaliser certaines actions comme l'affichage par exemple. Donc ici, en supposant que nous avons une liste d'utilisateurs qui est contenue dans la variable users ici, on peut utiliser le @for pour pouvoir afficher cette liste d'utilisateurs, de sorte que pour chaque élément de la liste, nous puissions afficher le nom de l'utilisateur et son niveau. Donc si nous prenons le @for ici, donc cela prend deux éléments essentiels ici. Nous avons la liste que nous souhaitons parcourir en utilisant le off ici. Donc chaque élément
de la liste est représenté dans ce cas par le user. Donc c'est comme si on faisait item of items. Il faut noter que le track permet d'optimiser l'affichage des éléments de la liste. Donc c'est un paramètre qui est requis ici et ça doit être un élément ou un facteur discriminant des différents éléments dans la liste. Donc dans le cas d'une liste qui contient des ID, donc cela peut représenter l'identifiant en question. Dans le cas d'une liste de valeurs, donc cette valeur peut correspondre à l'index des éléments de la liste. Et il faut noter également qu'en faisant le parcours, on a la possibilité de déclarer des variables comme nous l'avons ici, pour pouvoir récupérer certaines valeurs comme l'index, si l'élément de la liste que nous sommes en train de parcourir actuellement a un index qui est pair ou impair, etc. Donc il existe des constantes au niveau de add_for pour pouvoir nous permettre de récupérer des valeurs selon le besoin. Et ici, au niveau, vu que nous parcourons une liste d'éléments et que chaque élément ici représente un élément de la liste, donc lorsque nous allons faire par interpolation user.name ici, cela va nous afficher le nom de l'utilisateur courant. Pareil pour le niveau, ça va nous afficher le niveau de l'utilisateur courant, etc. Et au cas où nous souhaitons afficher un message ou afficher quelque chose lorsque la liste est vide, donc on peut utiliser le @empty qui permet de couvrir ce cas où la liste est vide, par exemple. Nous allons donc réaliser quelques tests rapides pour voir à quoi tout cela ressemble avant de réaliser notre exercice pratique de projet fil rouge. Donc nous allons reprendre notre projet là où nous avons laissé précédemment, à savoir afficher les informations d'un utilisateur avec la possibilité de cliquer sur la valeur et d'afficher l'ID de l'utilisateur. Donc nous allons modifier un peu les choses ici pour mettre en pratique les différents flux de contrôle que nous venons de voir. Donc en supposant par exemple que nous avons ici un test à afficher selon la valeur de l'employé que nous avons ici. Donc supposons par exemple que nous souhaitons afficher le test junior. Donc supposons que nous avons quelque chose comme ça. Que nous souhaitons afficher par exemple junior ici, où nous allons procéder autrement. Puis supposons que nous souhaitons afficher junior ici, ou afficher les différents niveaux de l'utilisateur ici. Donc junior, mid, et puis senior, qui sont les niveaux de notre employé actuel. Donc supposons que nous avons quelque chose comme ça. J'ai un problème de formatage ici. Ok, supposons que nous avons quelque chose comme ça, qui nous donne ces différentes valeurs. Donc supposons maintenant que nous voulons faire en sorte que si la valeur mid, le niveau correspond à l'une des valeurs ici, que nous souhaitons afficher la valeur adéquate à l'utilisateur. Donc nous pourrons utiliser par exemple le @if pour pouvoir réaliser cela. Donc on va faire simplement ici @if. Donc là nous n'avons besoin d'importer rien. Donc on met en place notre @if avec les différentes conditions. Donc on peut dire si le niveau de l'utilisateur, donc nous avons déjà un employé qui est ici, donc on va l'utiliser pour le test. Donc nous allons dire ici si nous avons l'employé, son niveau correspond à la valeur J que nous souhaitons afficher junior. Sinon, donc on va mettre un else ici, else if. On va préciser la condition, la seconde condition. Donc on va dire si le niveau, donc on fait la même chose, donc si employee level est égal à M, donc affiche la valeur mid. Et sinon, vu que nous savons que nous n'avons que 3 valeurs dans notre cas, et que les valeurs seront toujours retournées de la bonne façon en respectant le niveau. Donc on peut faire quelque chose comme ça et dire que sinon, donc au lieu d'avoir else if ici, on peut avoir un else directement.
else. Donc on peut avoir quelque chose comme ça, vu qu'on n'a pas besoin de préciser de conditions dans le cas du else. Donc j'ai eu une erreur ici. Il me dit quoi? Que j'ai pas fermé mon bloc. Ok. Donc il faut que je ferme bien mon bloc ici. Ok. Donc là, en procédant de cette façon, je m'attends à ce que vu que la valeur, j'ai toujours un problème ici au niveau de mon décorateur. Ok, là je pense que c'est bon. Ok, là c'est bon au niveau du template. Donc vu que cette valeur est égale à m ici, donc on s'attend à ce que cette valeur soit affichée à l'écran. Donc si je retourne là, donc j'ai la valeur mid qui est affichée. Donc nous pouvons faire un changement de valeur ici. Donc lorsque cette valeur sera par exemple égale à J, donc on s'attend à ce que le J junior soit affiché ici. Et lorsque cette valeur sera égale à S par exemple, on s'attend à ce que la valeur senior soit affichée. Donc là c'est bon. Donc ici nous pourrons également optimiser un peu les choses en récupérant directement le niveau de l'utilisateur ici. Donc on peut dire que le level correspond directement à employee.level pour éviter de faire cette répétition. Donc on peut faire quelque chose comme ça. Et ensuite utiliser la valeur directement dans le if au lieu d'avoir à faire employee.level, employee.level à chaque fois. Donc on peut remplacer ces différentes valeurs par level directement. Donc on aura toujours le même résultat. Donc il y a mon éditeur de test qui ne fait pas bien le formatage, mais c'est pas grave. Donc on a senior ici. Donc ça c'est pour le add if. Donc en supposant que nous souhaitons réaliser la même chose en utilisant un switch case, donc on peut également mettre en place un switch case ici. Donc on va faire un add switch et mettre en place les différents cas ici. Donc nous allons dire que nous réalisons un switch sur quelle valeur. Donc notre valeur en question c'est le level. Et nous allons maintenant préciser nos différents cases. Donc on va dire que lorsque cette valeur va correspondre à J, donc on va juste récupérer ce que nous avons fait ici. Donc on va afficher dans ce cas junior. Même chose ici. Donc on va dire lorsque cela va correspondre à M, la valeur va correspondre à M. Donc nous souhaitons afficher mid. Et lorsque cette valeur va correspondre à senior dans ce cas, donc on peut utiliser directement le default en supposant que nous n'aurons que ces trois valeurs possibles. Donc on peut déplacer ceci et le mettre là. Donc avec ça, je peux me débarrasser de l'utilisation du add if que j'ai mis en place ici. Donc si on retourne sur l'interface, j'ai senior qui est affiché. Je viens là, je modifie la valeur, je mets M, on s'attend à avoir mid. Je viens là, je modifie la valeur, je lui donne J. Donc on s'attend à avoir junior. Donc ça prouve que cela fonctionne bien. Donc nous allons faire un dernier test avec le add for pour voir un peu à quoi cela ressemble ou comment l'utiliser. Donc je peux me débarrasser de ceci en attendant. Donc en supposant maintenant que nous avons ici une liste de valeurs. Donc supposons que j'ai une liste de valeurs ici. Je vais nommer ça simplement liste. Et supposons que nous avons cette liste des valeurs. Donc pour faire simple, je vais créer plutôt une liste qui va correspondre à une liste d'employés. Donc on va dire employees qui sera une liste d'employés. Donc je vais essayer de générer cette liste d'employés en utilisant un outil en ligne qui est JSON Generator en respectant les valeurs que nous avons ici. Donc cela me permet d'avoir le JSON Generator me permet d'avoir un tableau
qui s'apparente à ceci. Donc ici, j'ai mis des ID au lieu d'avoir des underscore ID. Donc je vais remplacer les différentes valeurs dans un premier temps. Donc au lieu d'avoir ID, ici c'est underscore ID. Donc ça c'est bon. Et au niveau d'une valeur ici, j'ai besoin d'avoir une chaîne de caractères au lieu d'avoir un entier. Donc je viens de générer une liste. Donc supposons que nous souhaitons parcourir cette liste et afficher sur notre page cette liste d'utilisateurs. Donc nous pouvons réaliser cela en utilisant le @for. Donc tout ça, je peux me débarrasser de ça, vu que je ne l'utilise pas. Donc si je reviens ici, en supposant que je veux parcourir cette liste et afficher les différents utilisateurs que je veuille lister les utilisateurs, tous les utilisateurs en utilisant le composant qui est déjà disponible ici. Donc si je reviens là, je vais commencer par mettre en place ma boucle ici. En supposant que je mette en commentaire ceci. Donc je vais commencer par mettre en place ma boucle @for ici. Et je mets de l'éditeur ici, donc for item of items, donc ma liste de valeurs, dans mon cas, c'est employees avec S. Et pour chaque employé, donc je vais mettre ici, au lieu d'avoir un item, donc j'aurai ici employee, donc item of items, track. Donc ici, vu que le track, c'est le facteur discriminant, donc il me faut préciser ici le facteur discriminant. Donc c'est une façon d'optimiser les choses lorsque Angular va créer la liste. Lorsqu'il y a des changements au niveau de cette liste, Angular saura s'il faut détruire les éléments du DOM pour pouvoir recréer ces éléments ou s'il faut optimiser la création de ces éléments en supprimant juste des éléments qui ne seront plus disponibles dans la liste au cas où nous supprimons des éléments ou d'ajouter seulement des nouveaux éléments au cas où nous ajoutons des mauvais éléments à cette liste. Donc c'est pour des raisons d'optimisation qu'on utilise le track que nous avons ici. Donc par défaut, cela correspond à l'index. On peut la laisser comme ça, mais c'est mieux d'utiliser un facteur discriminant. Donc dans notre cas, ce serait employé qui va correspondre à un élément de la liste, point son ID. Donc en faisant ceci, en supposant que je mette juste ici employé, en supposant que je veuille juste afficher ici, on va faire un premier test, en supposant que je veuille afficher juste ici le nom des employés, donc je peux faire employé.name comme ça. Donc ça va me lister tous les employés, donc on va essayer de les mettre sous forme de paragraphe ici, pour que ce soit sur différentes lignes. J'ai une erreur ici. Donc si je retourne dans mon template ici, donc on voit que j'ai une liste d'utilisateurs qui apparaît maintenant. Et si on vérifie ou qu'on compare cette liste à la liste que nous avons ici, cela correspond bien à la liste des employés que nous avons créé ici. Donc nous avons Denise, Bray, Christine, Peterson, tout ça. Donc il s'agit de la liste que nous avons ici. Donc là, nous avons essayé d'afficher les éléments de la liste. Donc supposons par exemple que pour chaque employé ici, que nous souhaitons afficher par exemple l'index. Donc il nous suffit ici de créer ici une variable qui va pointer sur l'index et l'utiliser pour l'affichage. Donc Angular nous permet de faire quelque chose comme ça. Donc je peux dire par exemple que j'ai la valeur IND comme ça qui correspond à l'index et que je peux récupérer cette valeur pour travailler tant que je suis dans la boucle qui est en place ici. Donc en supposant que je veux afficher ici entre crochets l'index correspondant à l'utilisateur en question. Donc je peux faire quelque chose ici et utiliser l'interpolation par exemple pour pouvoir afficher l'index. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai les différents index qui commencent par 0, 1, 2 et tout ça. Donc on peut aller plus loin et dire par exemple que nous souhaitons récupérer
quelque chose qui nous permet de voir si cela est pair ou pas. Donc on peut faire quelque chose comme ça et dire est-ce que l'élément que nous sommes en train de parcourir actuellement ou de traiter actuellement, est-ce que l'élément occupe dans le tableau un index qui est pair. Donc du coup ici, pour pouvoir faire cela, donc je peux dire par exemple, en supposant que nous souhaitons afficher pair lorsque c'est pair et impair lorsque c'est impair, puis supposons que nous souhaitons mettre une couleur particulière sur cette ligne, qui est par exemple, supposons que nous souhaitons mettre la couleur red ici, pour les lignes qui sont impaires, donc on peut faire quelque chose comme ça. Donc je peux utiliser par exemple le style bending ici, ou plutôt utiliser une classe. Donc je vais dire d'ajouter une classe donnée. Donc on va faire quelque chose comme ça et dire que je veux ajouter la classe par exemple red seulement lorsque ceci est pair. Donc l'un ou l'autre. Donc soit on dit que lorsque c'est pair, ajoute la classe red. Donc ça nous permet d'avoir quelque chose comme ça. Donc regardons ce que ça donne. Donc si je prends les lignes qui sont paires, donc on voit que ces lignes ont une classe red. Donc en supposant que j'ai au niveau de mon style ici, donc en supposant, donc je vais dire ici, si nous prenons le style global et que j'ajoute une classe red ici en disant que le red, ça correspond à la couleur rouge. Donc on va voir que cela va avoir maintenant de l'effet sur notre page. Donc on voit que nous avons les éléments qui sont pairs, qui sont colorés en rouge. Donc c'est de cette façon qu'on peut utiliser le add for pour pouvoir réaliser une boucle et réaliser différentes manipulations sur les éléments que nous avons dans notre liste. Donc on peut s'amuser, au lieu de faire ça, on peut s'amuser à faire quelque chose comme ça. Donc je peux, au lieu d'afficher cette liste, supposons que nous voulons nous amuser ici, en affichant à la place notre liste d'employés. Donc je peux juste récupérer cet élément et l'utiliser ici. Donc lors du binding, chaque élément employé sera passé en paramètre comme attribut du composant employé que j'ai ici, ce qui va me permettre d'afficher les informations correspondant à l'employé en question. Donc si on retourne là, donc on voit que nous avons différentes informations d'employés qui sont affichées ici. Et lorsqu'on va cliquer sur le nom d'un employé, donc ça va nous retourner l'ID derrière ou l'ID de l'employé sur lequel nous avons cliqué. Donc c'est les différents flux de contrôle qui nous permettent de réaliser ces différentes choses. Donc maintenant que nous savons utiliser ces différents éléments, ces nouveaux flux de contrôle, nous allons les utiliser pour réaliser notre exercice pratique. Donc il faut noter que ici, je n'ai pas parlé du ND class ou du ND style parce que aujourd'hui, nous pouvons réaliser des gestions dynamiques de classe en utilisant directement le binding sur l'attribut classe d'un élément, comme je l'ai fait tout à l'heure lorsque j'avais fait cet exemple. Donc ici, je dis à Angular que réalise le binding sur la classe, de sorte à ajouter red lorsque la valeur ici est true. Donc c'est l'explication derrière cette notation que j'ai ici. Donc c'est des choses que nous découvrirons progressivement avec la pratique pour éviter de s'attarder seulement dessus. Donc là, nous allons essayer de résoudre maintenant l'exercice de cette partie. Donc concernant l'exercice de cette partie sur les flux de contrôle, donc l'idée serait d'afficher la liste des utilisateurs en utilisant un tableau et de permettre, lorsqu'on clique sur le bouton détail ici, d'afficher
les informations de l'employé sur lequel nous avons cliqué en utilisant le composant que nous avons précédemment créé dans une précédente vidéo. Donc on nous dit ici de créer le composant employé list qui va permettre d'afficher la liste des employés qui lui sera passée depuis son parent, donc depuis le root component. Et on clique sur le bouton détail d'un employé d'afficher le détail de l'employé en utilisant le composant que nous avons ici. On clique sur le bouton edit d'afficher juste l'ID dans la console et pareil pour le delete. Et on clique sur le delete, supprimer l'employé de la liste. Donc il va falloir cogiter un peu pour voir comment nous pouvons mettre en place là. Donc pour mettre en place là, donc nous allons créer dans un premier temps ce composant pour afficher la liste. Et nous allons mettre ces deux composants côte à côte au niveau d'un composant commun qui sera le app root. Et ce composant va se charger de passer ou de récupérer les différentes informations en fonction du besoin et de les passer à ces différents composants. Donc lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton détail, nous allons émettre l'ID de l'élément sur lequel nous avons cliqué vers le parent, récupérer cette information et l'utiliser pour afficher l'employé. Nous allons réaliser cela pour mettre en pratique tout ce que nous avons vu jusque-là. Donc ici, je vais commencer par générer mon nouveau composant. Donc ici, je vais générer un nouveau composant que je vais nommer employee list. Donc je fais ceci, employee list. Donc c'est un nouveau composant que je vais générer. Donc j'ai mon employee list qui est généré avec ces différents éléments. Donc je vais ensuite ouvrir ce composant. Donc pour la partie HTML, donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, nous n'allons pas perdre du temps à recréer le HTML et le CSS de zéro. Mais nous allons juste utiliser des templates qui seront fournis et des CSS qui seront fournis et nous focaliser sur la partie Angular. Donc dans les précédentes vidéos, nous avons vu que les différents éléments pour nous permettre de créer ces différents templates et CSS se trouvaient dans ce fichier, le fichier test. Donc ici, je vais juste chercher la partie représentant le tableau à afficher. Donc il s'agit de ce table. Donc je vais juste récupérer ceci et le déplacer dans mon composant employee list. Donc je vais dans le template, je colle ça ici à la place du test en question. Donc dans la pratique, vous aurez déjà créé ce composant ou ce template par vous-même. Et ce template vous sera généralement fourni par le designer avec qui vous travaillez. Donc vous réaliserez ici l'intégration avant de réaliser l'implémentation. Donc nous allons récupérer également au niveau de ce employee list, nous allons récupérer également le CSS correspondant plutôt au niveau du test components dans ce composant. Donc nous allons récupérer également la récupération du CSS correspondant au tableau. Nous allons chercher ça ici. Donc il s'agit de ceci. Donc nous allons juste récupérer ceci et ramener tout ça au niveau de notre composant employé list que nous venons de créer. Donc ce qu'il faut noter ici et que je n'avais pas mentionné précédemment, c'est que au niveau d'Angular, il y a ce qu'on appelle le view encapsulation qui fait que les composants par défaut, leur style CSS leur sont scopés. C'est-à-dire que leur style CSS, le style CSS d'un composant n'est vu que par ce composant ou n'est appliqué que sur ce composant. Et lorsque vous souhaitez appliquer un CSS général ou un style général, il faut l'ajouter dans le fichier style.css qui est disponible à la racine du projet, comme je l'ai fait ici. Donc vu que nous travaillons sur des composants et que ces CSS leur sont propres, c'est pourquoi j'ajoute ça à chaque fois dans les fichiers dédiés aux composants, pour que ces CSS ne s'appliquent pas à d'autres composants à l'extérieur, pour que ce soit seulement scopé à ce composant, comme nous l'avons ici, pour éviter des conflits de CSS. Donc là, nous avons juste affiché
Nous avons juste à insérer le template et le CSS. Donc, on va essayer d'afficher ce composant dans notre app components qui ne contient rien pour le moment. Donc, on va essayer juste d'afficher ce composant dans notre composant racine. Donc, je vais fermer tout ça. Donc, je ferme tout ça. Donc, je rouvre le composant app components. Donc, je reprends ce composant app components. Donc, je pense que à partir de maintenant, nous pouvons utiliser le fichier HTML qui est dédié aux composants. Vu que nous ne commençons pas à écrire beaucoup de choses ici, c'est pas intéressant. Donc, je vais remplacer le template par du template URL ici. Pour pouvoir utiliser le fichier HTML du composant. Donc, nous allons maintenant écrire les choses directement dans le fichier en question. Donc, il s'agit du fichier se trouvant à la racine ici. Donc, c'est le app.components. Je sais pas pourquoi j'ai pas le taux complétion ici. Ok, là c'est bon. Donc, si je retourne ici, je m'attends à voir test ici, c'est bon. Donc, je colle juste le composant en question. Donc, on va utiliser encore une fois une balise auto-fermante ici pour le moment. Donc, on va dire à notre éditeur de test que nous souhaitons importer le bon composant dans la partie TS. Donc, ça nous a réalisé l'import de employé list ici. Vu que nous n'utilisons pas employé component, on peut se débarrasser de cela pour le moment pour éviter des imports inutiles. Donc, si on se réfère à ce que nous avons ici, donc on voit que nous avons le template qui est déjà en place. Et l'idée maintenant, c'est d'afficher cette liste de façon dynamique en lui passant des données dynamiques. Parce que ce que nous avons fait ici, au niveau du employé list component pour le moment, est statique. Donc l'idée, c'est de rendre ceci dynamique en utilisant tout ce que nous avons vu actuellement. Donc dans un premier temps, nous allons commencer par rendre notre composant dynamique. Ici, donc nous allons dire ici que nous souhaitons faire en sorte qu'on puisse passer une liste d'employés à notre employé list depuis son composant parent. Donc pour faire cela ou rendre cela possible, nous allons créer un input que nous allons nommer ici employees, c'est-à-dire la liste des employés. Donc nous créons ici un input que nous avons vu dans la vidéo précédente. Donc on va dire que nous souhaitons ici accepter une liste d'employés. Donc on va dire ici que nous acceptons une liste d'employés en paramètres et que nous souhaitons que cette valeur soit toujours enseignée. Donc, du coup, on va faire quelque chose comme ça. On va dire input.required plutôt et préciser le bon typage. Donc on va faire quelque chose comme ça et préciser le bon typage ici. Donc ça nous permet d'indiquer que cette valeur, c'est une valeur qui est requise. Et dès qu'on fait ça, on voit que ici, Angular nous dit que nous avons besoin d'une valeur employée, mais que cette valeur n'est pas actuellement renseignée. Donc nous revenons au niveau de notre composant racine. Ici, donc, nous avons la liste d'employés qui est déjà disponible là. Donc cet employé, nous n'avons plus besoin de cela. Le name click, tout ça, nous n'avons plus besoin de cela. Donc on repart là de 0. Là, nous avons une erreur au niveau du template. Donc on doit juste passer la liste des employés qui correspond à la liste que nous avons ici. Là, c'est pour le passage des valeurs. Donc, il nous faut maintenant traiter cette liste depuis notre employé list. Donc, à la réception de la valeur, nous souhaitons traiter cela. Donc, pour cela, nous allons utiliser le @for pour pouvoir afficher cette liste de façon dynamique. Donc, ici, je vais juste
utiliser les TR que nous avons ici pour pouvoir réaliser cela. Donc, je peux supprimer ce TR, ce qui nous permet d'avoir un seul TR, et nous allons maintenant rendre ce TR dynamique. Donc, pour faire cela, il nous suffit de mettre autour du TR que nous avons ici un add for. Donc, nous allons dire que pour chaque employé de employees que nous souhaitons réaliser un parcours et que pour chaque employé, nous souhaitons utiliser comme facteur discriminant l'ID. Ici, cela ne marche pas. Pourquoi? Parce que le employees que nous récupérons ici, il s'agit d'un signal. Vu que ici, c'est un input. Donc, c'est des input signals que nous sommes en train d'utiliser. Raison pour laquelle il faut utiliser les accolades pour pouvoir faire appel au getter du signal dans ce cas. Donc, il nous suffit d'insérer le TR que nous avons ici à l'intérieur. Donc, en procédant ainsi, vu que les valeurs ne sont pas dynamiques pour le moment, donc ça veut dire que cela va afficher ces valeurs plusieurs fois. Donc, si on regarde ici, nous avons une erreur, peut-être parce que nous n'avons pas fait le save ici. Donc là, on voit que la valeur est répétée plusieurs fois. Donc, nous allons rendre ceci maintenant dynamique. Donc, si je viens là, au niveau de ma liste, j'ai ma liste de valeurs. Donc là, à la place, je souhaite afficher le nom de l'utilisateur. Donc, je fais quelque chose comme ça. Donc, je souhaite afficher ici la valeur du employee.name. Et ici, je souhaite afficher la valeur du employee.level. Donc, on fait ceci. Ici, on fait point le name. Donc, je fais enregistrer. Je viens là. Et ça nous permet d'avoir une liste qui est fonctionnelle. Ce qui me permet d'avoir ceci. Donc, nous allons maintenant essayer de mettre en place l'écoute d'événements ici, de sorte que le clic sur ces différents boutons réagisse. Donc, pour cela, il va falloir ici mettre en place l'écoute d'événements clic sur ces différents boutons. Donc, au clic sur ces différents boutons, nous allons déclencher certaines actions. Donc, il faut les mettre en place à travers des callbacks. Donc, ici, je vais dire que lorsqu'on clique sur Edit, j'aimerais appeler un callback ou une méthode on Edit sur le composant actuel. Ici, je vais appeler on Delete sur le composant actuel. Et enfin, lorsqu'on va cliquer sur détail que je vais afficher on Details ou que je vais faire appel à on Details sur ce composant actuel. Donc, je vais récupérer ces différentes informations et je vais les utiliser pour créer ici, au niveau de mon composant, c'est-à-dire dans la partie logique, je vais créer ici des méthodes ou des callbacks que je vais appeler selon le besoin. Donc, lorsque l'utilisateur va cliquer sur Edit ici, nous allons envoyer l'information l'ID de l'utilisateur sur lequel le clic a été effectué. Donc, pareil pour les différentes autres actions. Donc, il va nous falloir ici passer l'ID de l'utilisateur. Donc, on peut faire quelque chose comme ça et faire passer, par exemple, les différentes valeurs correspondant aux ID des différents employés. Donc, il nous faut maintenant modifier en conséquence ici les différents callbacks pour dire que à chaque fois qu'on fait des clics, que nous passons ici les employés ID, par exemple. Donc là, ça veut dire qu'à chaque clic, ces différentes méthodes seront appelées. Donc, il faut trouver maintenant un moyen d'envoyer ça à l'extérieur pour que ça soit traité. Donc, pour faire cela, nous allons doter notre composant d'output pour pouvoir émettre des événements vers l'extérieur. Donc, nous allons créer les différents
output, donc on va créer le edit. Donc on crée un output comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Et on va dire que ceci, nous voulons l'utiliser pour émettre un événement qui est de type chaîne de caractères. Donc nous allons faire pareil pour les autres. Un copier-coller. Donc on va faire ici le delete. Ici le details. Donc il nous suffit maintenant au clic sur ces différents boutons d'émettre les événements adéquats. Donc dans le cas du edit, nous allons faire edit.emit et nous allons émettre la valeur de l'employé. Donc employé. Donc on va mettre ici le employé ID. Donc nous allons faire pareil pour les autres événements en remplaçant juste le nom de l'événement par les bons noms d'événements. Donc pour le cas du edit, nous avons edit. Dans le cas du delete, nous avons ici delete. Dans le cas du details, nous avons details. Et là, on est sûr que les différents événements seront déclenchés et les informations seront envoyées vers le parent. Donc, il nous suffit pour tester cela de venir au niveau du parent ici et de vérifier si les différents événements sont disponibles. Nous avons les différents événements ici. Donc, nous allons tester le cas du details et dire ici que lorsque l'utilisateur va cliquer sur details, nous voulons appeler un callback qui sera en details par exemple. Ou show details par exemple, directement. Donc on peut faire quelque chose comme ça, show details, et passer en paramètre ici l'événement, qui sera l'ID de l'utilisateur dans ce cas. Donc on va créer cette méthode au niveau de notre composant racine, c'est-à-dire le parent. Et on va dire que ceci représente pour nous le employé ID, qui est une chaîne de caractères. Donc dans un premier temps, nous allons faire un petit test. Nous allons juste réaliser un console.log ici pour afficher la valeur de l'employé. Donc nous retournons dans la console. Nous allons cliquer sur ça. La valeur ne s'affiche pas. On clique là, la valeur ne s'affiche pas. Donc on va retourner là. Peut-être qu'on n'a pas fait de save. On fait le save. On retourne. On fait le test. Et là, on voit que les valeurs s'affichent bien. Donc ce qui nous montre au moins que les événements sont bien déclenchés et qu'on récupère bien la bonne valeur. Donc nous allons retourner ici et faire la même chose pour les autres événements. Donc il nous reste à mettre en place les autres événements, à savoir le delete et le edit. Donc ici, au lieu d'avoir show details à chaque fois, nous allons refaire la même chose, du copier-coller. Donc on va dire ici que on va appeler on edit, que ici on va appeler on delete. Donc on va utiliser ces callbacks ici. Donc on va dire on delete et ici on edit. Donc jusque là on est bon. Donc l'idée de l'exercice, comme on l'a vu, dans le cas du clic sur le bouton edit, on va juste afficher l'ID. Dans le cas du delete, on doit supprimer l'élément de la liste. Et dans le cas du details, afficher l'élément en utilisant le composant que nous avons créé précédemment et qui permet d'afficher l'information sur un utilisateur donné. Donc si je reviens ici, nous allons mettre en place dans un premier temps le cas du delete. Donc si on revient ici, qu'est-ce qu'on doit faire lors du delete? C'est que nous devons
mettre à jour cette liste d'employés en enlevant de cette liste l'élément dont l'ID est passé un paramètre. Donc pour faire cela, il nous suffit ici de filtrer la liste et de retourner seulement tous les éléments de la liste sauf celui dont l'ID est passé en paramètre ici. Et lorsque nous allons faire ce changement au niveau de cet attribut, vu que cet attribut est utilisé ici comme input au niveau de ce composant, donc Angular va détecter qu'il y a un changement au niveau de la valeur ici et refaire ce qu'on appelle le change detection pour pouvoir nous afficher une liste à jour. Donc, nous allons voir à quoi cela ressemble. Donc, si je retourne au niveau du delete ici, donc nous allons juste prendre notre liste originale et dans cette liste, nous allons affecter une nouvelle liste qui sera la liste de tous les utilisateurs actuels, c'est-à-dire tous les employés. Donc, employés. Donc, on va filtrer cette liste et garder tous les employés dont la valeur est différente de l'ID qui est passé en paramètre ici. Donc, le employee ID. Donc, on fait employee.id différent de employee ID. Donc, c'est une façon de filtrer de façon fonctionnelle. Et en procédant ainsi, on procède également à une modification de façon immutable, sans modifier directement la référence du précédent tableau, de la précédente valeur du tableau. Donc si je retourne ici et que je fais le delete ici, donc on voit que l'élément disparaît. Supposons que nous souhaitons enlever et list zone turn, donc il suffit de cliquer là, ça disparaît. Donc on vient de mettre en place ainsi le delete. Nous allons maintenant mettre en place le show details en utilisant la même technique, sauf que dans ce cas, nous souhaitons afficher les détails de l'utilisateur lorsqu'on clique sur le bouton details. Donc il va falloir pour cela utiliser notre fameux app employee pour réaliser cela. Donc, Angular, le compilateur nous dit ici que nous utilisons l'élément sans l'importer. On va faire cela pour bénéficier de l'import automatique. Et ensuite, vu que l'employé nécessite qu'on lui passe une valeur ici qui est l'employé, c'est pourquoi le compilateur nous crie dessus. Donc, ce qu'il va falloir faire ici, on va déclarer une variable qui va représenter l'élément courant sur lequel nous avons cliqué. Donc, à chaque fois que nous cliquons sur Show Details ici, donc nous allons créer une variable temporaire qui va nous permettre de stocker l'employé courant. Donc, on va créer ici un employé. Donc, on peut dire current employé pour garder l'état de façon temporaire. Donc, on va dire que ce current employé, sa valeur par défaut est nulle. Mais que nous souhaitons que cette current employee soit égale soit à nul ou soit égale à la valeur d'un employé. Et à chaque fois que nous allons cliquer sur Show Details ici, donc nous allons renseigner la valeur de ce current employé en lui donnant comme valeur l'élément dans cette liste dont la valeur correspond à l'ID qui est passé. Donc, dans une application, on peut optimiser un peu les choses en créant un nouveau map en se basant sur cette liste pour faciliter la récupération des valeurs. Et ici, on va le faire comme ça, directement, c'est-à-dire qu'on va prendre la liste actuelle, c'est-à-dire la liste des employés. On va dans cette liste rechercher un élément dont l'ID. Donc, on va chercher un employé. Donc, un employé ici dont
l'ID, donc on garde l'employé tel que employé.id correspond à la valeur que nous avons à récupérer. Donc le employé ID comme ça. Donc ici, je pense que cette valeur va nous retourner du undefined dans certains cas. Donc on va se dire que lorsque cette valeur est undefined, que nous souhaitons retourner plutôt du nul, au lieu d'avoir du undefined. Donc là c'est bon. Donc on s'assure que cette valeur soit sera égale à nul ou sera égale à une valeur correspondant à une valeur dans le tableau. Donc on peut enlever ceci. Et au final, notre current employé, on va l'utiliser dans la partie template ici pour correspondre à ceci. Mais vu que cette valeur est une valeur qui est requise, le compilateur nous dit que cette valeur ne peut pas, nul ne peut pas être assigné à une valeur qui est requise. Donc ici, pour pouvoir corriger cela, nous allons mettre en place, utiliser le if ici, pour dire que nous allons afficher cette information seulement lorsque la valeur est valide, n'est pas falsifiée, c'est-à-dire si elle est renseignée. Donc ce qui évite l'affichage la première fois qu'on arrive sur la page. Donc si on arrive la première fois sur la page, donc rien ne sera affiché jusqu'à ce qu'on clique sur le bouton Show Details qui va rechercher l'élément dans la liste et l'affecter à notre current employé. Et vu que cette valeur est renseignée, donc du coup, ça va permettre à cette condition d'être true et qui va nous permettre d'afficher la valeur de l'employé dans ce cas. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, je fais ceci, j'affiche Details et on voit que ça nous affiche l'élément de la liste. Donc, pareil, si je clique sur le dernier élément, donc ça nous affiche l'élément de la liste avec le bon niveau, le bon département et tout. Donc, une chose à faire ici pour rendre les choses intéressantes, c'est de faire en sorte que lorsqu'on clique sur le bouton Delete, vu que il se peut que l'élément qu'on affichait précédemment, cet élément ne soit plus dans la liste, comme c'est le cas ici. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur Delete, on va supprimer l'élément de la... On va vider cette liste par défaut, ou soit la vider, ou faire le reset de cette valeur au besoin. À chaque fois qu'on fait le delete, on reset cette valeur. Donc pour faire cela, on va se référer au delete que nous avons ici. Donc à chaque fois, on fait le parcours de la liste pour supprimer les éléments. Et à chaque fois qu'on fait le delete, nous allons faire simple. Nous allons faire le reset du current employé ici. Donc, ce qui fait que si j'affiche un élément de cette liste et qu'après je supprime l'élément de la liste, c'est pas grave, j'aurai pas de comportement bizarre au niveau de mon interface. Donc, voilà, et nous venons ainsi de mettre en place la liste en utilisant les différentes choses que nous avons appris jusque-là, à savoir la communication entre les composants pour pouvoir mettre en place ces choses. Le fait d'utiliser les nouveaux flux de contrôle comme le @if ici pour pouvoir afficher ou cacher le composant affichant le détail et également au niveau du employé list ici de pouvoir réaliser l'affichage en utilisant le @for ici. Donc, nous venons de mettre en place en pratique tout cela. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager autour de vous pour améliorer la visibilité de la chaîne ou de permettre à d'autres personnes de découvrir le contenu que je partage. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui portera sûrement sur les services. D'ici là, portez-vous bien.